je vous remercie. Je suis heureux de participer cet après-midi à ces débats, de suivre nos collègues sur Cormicy, qui va me permettre de faire la transition. Nous avons parlé des cabanes, Monsieur le maire vient de parler des cabanes à Drian, de ces fameuses cabanes de la reconstruction, du nom du directeur du génie, Adrien, qui ont, et nous venons de le voir, des trajectoires différentes, ce qui en fait un caractère exceptionnel dans la ville de Cormicy, des ruines jusqu'à ces transformations internes de ces maisons. Ces trajectoires, et ça va me permettre de faire le lien avec une approche plus générale. Ces trajectoires, elles sont aussi celles de la commune de Cormicy. Secteur de la guerre, vous avez vu hier une carte où l'on voit les grands coudes du front. Cormicy est un de ces coudes, c'est le coude de Berry-au-Bac, là où le front nord-sud se dirige parallèlement à l'Aisne vers l'ouest, vers le chemin des Dames. Et là, la côte 108, le mont de Sapigneul sont des hauts lieux de ces combats de 1917. Ce qui a conduit à la création dans ce secteur, comme sur l'ensemble du front, d'une zone rouge à la fin de la guerre. Une carte hier vous a montré, ou tout à l'heure par M. Tassel, l'élargissement de cette zone rouge à partir de Cormicy quand on va vers le nord. Cette zone rouge a conduit à la différenciation des territoires de la reconstruction, ceux qui en partie ont été rendus sur la zone rouge à leurs anciens propriétaires ou pour des activités relatives à celles qui étaient pratiquées avant la guerre, et une deuxième catégorie de zone rouge qui a conduit à l'expropriation de terrains dont il était considéré qu'ils étaient impossibles de les rendre à leurs anciennes activités, et cette domanialisation a conduit à la réalisation, à la création de la forêt domaniale, des 110 hectares à peu près de la forêt domaniale de Sapigneul. Cette forêt domaniale, c'est l'extrémité vers la plaine de la commune. Nous avons vu que la commune s'étend aussi sur les hauteurs dites la montagne vers l'ouest. Il y a là aussi une autre, elle est boisée, le revers et le front sont boisés. Il y a aussi au bas de cette montagne une zone humide en milieu périforestier qui s'appelle le marais de Cormizy, le Grand Marais, qui, lui, aussi, avec des liens avec la Première Guerre mondiale, est un haut lieu de potentialité et de richesse de biodiversité qui est le versant patrimoine naturel de la guerre. À partir de Cormicy, je vais élargir le débat et l'approche pour la centrer sur cette région de Verdun, où je vous propose cette photographie dont on peut lire les unités paysagères et en voir la séquence entre le mémorial de Verdun construit en 1966, 50e anniversaire, restauré et agrandi en 2016, 100e anniversaire, et puis des temporalités des formations végétales, plantation résineuse en 1929, végétation spontanée à partir de 1919, ce secteur, restauration forestière de forêts anciennes en 1919, plantation en 1980, enceinte arborée de la nécropole, dont voici le drapeau ici. J'ai posé sur ces éléments, ces unités paysagères, quelques repères séquentiels. Et ce que je vous propose là, c'est de regarder les relations entre les trajectoires de la sortie de guerre et les séquences de ces trajectoires, en particulier dans les zones non ou dans les secteurs non urbains. Donc le plan, un contexte, des patrimoines, trajectoires et séquences, et puis un aspect applicatif sur le secteur de Verdun, sur la forêt d'exception. La zone rouge de Verdun, c'est le champ de bataille, et voici une photographie du champ de bataille en 1920,
un an et demi après, puisque non, on est en décembre 1920, un an après la fin de la guerre, vous avez ici le premier monument, et nous sommes là dans un contexte mémoriel, c'est le premier monument, celui de la tranchée des baïonnettes, édifié sur les plans d'André Ventre, pendant l'été 1920 et inauguré à la fin de 1920, alors que nous sommes sur un champ de bataille dont une partie n'est pas encore totalement accessible et sur lesquels les populations ne sont pas encore revenues. Nous sommes dans un moment où, sur un espace qu'on peut considérer presque comme neuf pour la conquête, la reconquête, eh bien, fixer, construire, héroïser la mémoire du champ de bataille, nous sommes à un instant zéro de cette histoire. Avant la bataille, j'ai ici une gravure, enfin un tableau de François Flamin, qui était un de ses envoyés peintres au front pour rapporter sur forme de peinture des éléments d'appréciation du front, les Hauts-de-Meuse avant la bataille, avec les tours de la cathédrale de Verdun ici, et le champ de bataille qui se développe tout autour. Je reviens à l'instant d'aujourd'hui pour replacer dans un contexte historique, mémoriel, culturel et humain et sociétal cet appel à contribution par un don, un financement participatif de la Fondation du patrimoine, lancé en 2016, qui, au 15 mars 2018, compte 86 737 € et qui a été lancé pour la restauration ou l'aménagement du champ de bataille. J'ai dégagé ici l'objectif, ce sera les éléments qui nous conduiront dans cette analyse, préserver, grâce à de nouveaux aménagements paysagers, la mémoire de l'un des plus vastes champs de bataille de l'histoire et le symbole universel de la guerre 14-18, et favoriser sa transmission aux jeunes générations. Voilà les termes de langage et les objectifs dégagés à travers ou via cet appel à don de la formation. L'hyperbataille de Verdun, en 2 mots, 300 jours, 300 nuits, c'est, j'allais dire, pardonnez-moi, un slogan reconnu, 21 février. Ce qui est intéressant, c'est la surface, 25 000 hectares, Paris 10 500, on est sur la surface du double de Paris intramuros, 2 millions d'hommes y combattent, dont 1 million de Français, 700 000 sont tués, blessés ou disparus, ce qui représente 300 000 morts, 1 000 morts par jour et 12 morts par hectare, par carré de 100 mètres sur 100 mètres. Les obus tirés, 6 obus par mètre carré, un quart de ces obus ne sont pas explosés, voilà le nombre derrière. Donc ceci pour replacer très simplement dans le contexte que peut-être ce chaudron, comme on l'a appelé, de ces batailles industrialisées, mécanisées, qu'a représenté la Première Guerre mondiale. Le contexte, c'est un paysage aujourd'hui mémoriel. Et voici ici, couverture d'un livre qui a été édité, L'ossuaire de Douon, par en particulier la Drague de Lorraine, sur l'histoire de la restauration, l'histoire du monument et de sa restauration. Nous sommes dans la grande échelle, dans le grand monument, avec l'ossuaire lui-même sur la gauche, avec cette forme très caractéristique, sur laquelle on pourra revenir, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, si on change d'échelle, c'est l'ouverture sur le champ de bataille lui-même, c'est offrir aux visiteurs le sentiment qu'il est sur un charnier, et c'est l'ensemble de ces fenêtres ouvertes sur l'ossuaire, comme vous avez sur les lieux à droite. Et 2016, c'est les cérémonies, c'est les ferveurs, c'est le tourisme patrimonial, le tourisme de mémoire, et qui en fait un lieu constamment et totalement intégré à la dimension patrimoniale, avec ici les blasons des villes contributrices au grand appel en 1919 sur la construction de l'ossuaire. Paysage naturel à quelques encablures du mémorial, c'est des sites qui sont quasiment sortis pour le grand qui est ici, au pied d'un ouvrage militaire qui s'appelle Froid de terre, quasiment sorti de la guerre. Simplement, une couverture végétale herbacée s'est développée dessus. Et puis, sur la droite, c'est cette image de la forêt qui est souvent utilisée. C'est une photographie de l'ENF de 2010 qui est souvent utilisée pour montrer l'atmosphère que, sous les épicéas, l'on peut ressentir
à parcourir ce champ de bataille. Champ de bataille, ce chemin, demain, après-demain, il sera parcouru par des milliers de sportifs. C'est le trail des tranchées. Nous ne sommes pas dans un territoire abandonné, dans un territoire stérilisé, dans un territoire mis entre parenthèses. C'est un des enjeux de la sortie du centenaire des commémorations de la Grande Guerre et de l'entrée dans le centenaire du centenaire de la reconstruction. 1918. Et là, c'est sur la totalité du front. C'est le champ des morts. Il faut relever, il faut rassembler, il faut identifier les morts. C'est un travail considérable et particulièrement éprouvant qui, sur ce champ de bataille, en fait très rapidement le premier réservoir de la mémoire. Pensons aussi à des films qui, à ce moment-là, le rappellent aussi. Les morts identifiés sont à travers des procédures sur lesquelles je ne reviens pas là, ce n'est pas le sujet, mais inhumés dans des nécropoles. Nous avons la nécropole de la Maison Bleue à Cormicy, 14 000 corps, soldats identifiés sous tombe. Ici, c'est la nécropole de Fleury devant Douaumont, 16 000 corps. On n'en est pas très loin. Cormicy est une très grande nécropole, la première étant Notre-Dame de Lorette avec 25 000 corps. Nous sommes aussi dans la constitution. Ici, cette photographie montre la constitution, la création du paysage mémoriel, à la fois architectural, mais l'architecture bâtie et l'architecture conceptualisée de ce qu'est une nécropole à travers une législation et une réglementation de la nécropole. Mais c'est aussi les restes humains, ceux dont il n'est pas possible qu'il n'est pas possible d'identifier. Et vous avez là deux images, dont en particulier celle en bas à droite, qui est poussée par des scrappers ou des bulldozers, tous les thorax et tous les débris humains qui sont rassemblés près de Douaumont en attente. En attente de quoi? Eh bien, en attente d'ossuaire, d'une dernière demeure, cette dernière demeure étant l'ossuaire. Cette dernière demeure, l'ossuaire, il est, je dirais, c'est une des racines, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une des racines de la mémoire et de la commémoration, et en particulier de l'action ou des interactions entre les associations d'anciens combattants et puis les collectivités territoriales ou collectivités élues ou autres en général. J'ai pris la photographie de la tranchée des baïonnettes, du monument, et je lis ici un extrait de l'article de l'illustration du 11 décembre 1920, qui est le jour de l'inauguration. On a creusé le sol autour des fusils pour construire le monument. Et près de chacune de ces armes, cela je l'affirme avec toute mon émotion poignante de témoin, on a trouvé les restes d'un enseveli, de pauvres restes si réduits que parfois il n'était plus qu'une simple trace noire entre deux couches d'argile. L'humus, presque partout, avait absorbé, dévoré les corps, et ce qui demeurait du crâne ou du squelette de chacun aurait pu tenir dans une grande enveloppe. Ce texte, c'est d'une part la notion de consubstantialité entre la chair du combattant et la terre. Et ça, à travers toutes les guerres, mais matérialisé surtout dans cette guerre où la concentration de morts par unité de surface est énorme, c'est une consubstantialité qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui dure jusqu'à la découverte des corps russes dans la forêt de Sapigneul l'année dernière, comme le disait monsieur le maire, c'est-à-dire que dès que l'on engage des travaux sur une zone rouge forestière, on retrouve des corps. Et cette consubstantialité, c'est aussi une co-identification entre des morts et des lieux, entre des soldats et des lieux, et donc nous entrons là avec cette perception dans la question de ces patrimoines. C'est un patrimoine. À tel point que lorsque les travaux de désobusage, d'enlèvement des corps ont été faits à la fin de 1920, l'État a dit on ne touche plus à rien sur la zone rouge, on ne creuse pas. On ne creuse pas parce que si on creuse, on trouvera. Et si on trouve, il faut encore lancer. Donc, à partir d'un moment, on ne touche plus. Ce qui fait que 100 ans après, phénomène de résilience, dès qu'on touche, on trouve. Le premier ossuaire
et celui de Thiaumont, à côté de Douaumont, et en voilà une image. C'est pas grand-chose, c'est une tente modulaire qu'on peut agrandir par fragments, de même qu'on construit sur le plan modulaire les cabanes à Drian. On a ces tentes et chaque fois qu'arrivent des wagonnets, puisqu'il y a des petites voies ferrées, des wagonnets d'ossements, eh bien, on les entasse et on augmente l'ossuaire, avec la petite cabane du gardien à droite. Et puis, en même temps, est lancée la première grande souscription nationale et internationale de financement participatif, dirions-nous aujourd'hui, celle de Monseigneur Ginesté, évêque de Verdun, pour la construction d'un ossuaire, qui lui-même est modulaire. Et vous avez ici un état intermédiaire de la construction qu'il fallait inaugurer puisque nous étions au 10e anniversaire de la bataille. C'est le jour de l'inauguration par les hautes autorités civiles, militaires et religieuses. Et nous avons là la finalité, il n'y a plus que les échafaudages, de la tour et ces ailes de l'ossuaire qui se construisent petit à petit et qui donne l'image que nous avons vue tout à l'heure. D'un côté, la nécropole, elle aussi en cours d'aménagement, et derrière, sur l'arrière de l'ossuaire, une végétation spontanée qui montre que 10 ans après, eh bien, la cicatrisation végétale a commencé à se manifester. Si je traduis aujourd'hui, nous avons là, entre l'ossuaire, la nécropole, qui est une œuvre privée, la nécropole gérée par les nécropoles nationales, le mémorial de Verdun et deux grands forts, le fort de Douaumont et le fort de Vaux, qui sont aussi sur le champ de bataille et dans la forêt d'aujourd'hui. Eh bien, quelques éléments, quelques exemples du grand patrimoine en forêt. Si je prends l'ossuaire de Douaumont, ici, eh bien, simplement, l'effet centenaire en fonctionnement en bruit de fond de visiteurs, c'est entre 200 et 220 000, 2011, 220 000 par an, pour vous donner une idée sur la fréquentation. Et ça monte jusqu'à 500 000, un peu plus de 500 000 visiteurs comptés payants pour la chapelle, comptés à travers un système de comptage électromagnétique, 2016 évalué à 500 000 visiteurs l'ossuaire. La question, bien sûr, elle est posée en rouge à droite, c'est 2018 et après, en termes de fréquentation. C'est aussi la forêt un petit patrimoine mémoriel. C'est une constellation de stèles, qui ont une histoire, je ne rentre pas dedans. Celles-ci, elles sont souvent gérées et entretenues par le Souvenir français, dont voilà la cocarde, des petites stèles qui sont réparties à l'intérieur de la forêt et qui se comptent par centaines et qui traduisent localement les histoires de la bataille. C'est aussi, après la guerre, dans un contexte qui est celui propre à la zone rouge de la Meuse, c'est les chapelles-abris installées, construites à l'emplacement des églises des anciens villages qui peuplaient ce secteur du front. C'est ici la chapelle-abri de Douaumont en 1932. Et puis, il y a un petit patrimoine très intéressant qui est très éphémère, très temporaire et qui pose une question de sa préservation, c'est la spontanéité des visiteurs. Et en 2016, pour le centenaire, vous avez vu fleurir, on a vu fleurir dans la forêt ces petites croix mémorielles formées de morceaux de bois, avec des fleurs, avec pour Camille Claude un rappel, et puis l'endroit où on pense que est tombé le soldat, et voilà, une croix, etc. Cela, c'est le témoignage de l'ouverture de toute l'archivistique par le net. Des gens arrivent avec des classeurs entiers sur la vie de 4 ans de leur ancêtre au front, et peuvent retrouver à quelques dizaines de mètres près, sans GPS, mais avec les archives et les cartes de canevas de tir, l'endroit où est mort leur ancêtre, et déposent des fruits. Comment gérer ceci ?
Est-ce qu'il faut le conserver? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut-il en faire des archives photographiques? Faut-il les sortir et les mettre dans un endroit mémoriel qui rappellerait aujourd'hui ce renouveau de la mémoire? C'est une question qui est posée là de manière très intéressante, et en particulier au gestionnaire ici, qui est l'Office national des forêts. 2016, on retrouve 10 poilus à Fleury-de-Vendômont, et la forêt est en effet, et on revient sur Sapigneul, c'est une nécropole. Et on estime aujourd'hui que la forêt de Verdun, qui fait 10 000 hectares, en sert encore 80 000 soldats. Ce qui représente 10 000 hectares 80, vous voyez à peu près, par hectare, ça fait 8 ossements par hectare. En moyenne. Et dès qu'on fait des travaux, on en trouve. Travaux d'agrandissement, travaux de voirie, de routes forestières, on en trouve. C'est plus comme autrefois. Il y a toute une procédure, tout un protocole, j'y viens pas, c'est pas le sujet. Patrimoine naturel. Voici une photographie d'un secteur près de Verdun, 1916, et le même endroit, quasiment en 2016, au bout d'un siècle. Les polémo-modelés, ce que j'ai appelé dans mes travaux les polémo-modelés, les modelés nés des combats, de la guerre, qui sont ici des trous d'obus, eh bien, sont quasiment identiques, ils n'ont pas changé. Ils sont au même endroit. Ils sont aussi remplis d'eau quand il pleut, parce qu'on est sur des argiles, sur les sommets. Et le relief, le modelé, ressemble très fortement à celui de 1916. La fin de la guerre a fossilisé dans un grand périmètre, sur de grandes surfaces, pour des raisons multiples, a fossilisé les formes, et la reconquête spontanée, la conquête végétale spontanée, ici sous forme d'un bois clair, spontané, l'homme n'est pas intervenu depuis 1918, eh bien, a conduit à ce paysage. Ce paysage qui est fort intéressant parce qu'il abrite des biodiversités très intéressantes. Et en particulier, j'ai pris l'exemple ici, et peut-être certains d'entre vous ont écouté les informations hier où paraissait le recensement des oiseaux nicheurs, des oiseaux en France, en particulier en terre agricole. Il est intéressant de voir que deux espèces, deux oiseaux des bois clairs qui ont leur biotope dans ces bois clairs, la linotte mélodieuse et le pouillot phytis, sont présents dans la forêt de Verdun. Mais ces deux espèces sont classées sur la liste rouge nationale de l'Union internationale de conservation de la nature. Le déclin des oiseaux nicheurs, c'est exactement... on est dans l'actualité. La liste qui se modifie et qui s'enrichit. Ce sont deux espèces, l'une vulnérable, VU, l'autre quasi menacée, NT. Et à ce titre-là, elles relèvent d'une protection. Et si les espèces sont protégées, leur habitat est aussi protégé. Et nous arrivons devant une notion de patrimoine naturel que ces régions spontanées en un siècle abritent des végétations, enfin ici des animaux, une faune protégée. Le trou d'obus en eau qu'on a vu tout à l'heure, ici, et que je remontre à un autre endroit, près du fort de Douaumont, est un habitat de deux espèces, elles aussi protégées en France, le triton crété, le voilà, et le sonneur à ventre jaune, voilà, qui est un crapaud, le voilà. Et ces trous abritent deux espèces protégées. Ah, vous me direz, en 14, si elles avaient été protégées, il n'y aurait peut-être pas eu la guerre. Je ne pense pas. De toute façon, elles ne l'étaient pas. Et on a là, en parallèle, fonctionnant deux échelles et deux processus. Le processus, je dirais, de patrimonialisation d'un espace de guerre et le processus de création à l'échelle nationale et internationale du classement des espèces. Du classement des espèces végétales et animales, et à certains moments, des croisements se font, qui font que si on découvre une espèce protégée sur un site comme celui-ci, de fait, l'habitat devient protégé, et de fait, le trou d'obus devient un haut lieu de la protection naturelle. Les chiroptères aiment les ouvrages militaires, c'est bien connu. Le grand rhinolophe, qui est une espèce protégée, eh bien, il trouve ses abris, une unité d'habitat, c'est-à-dire celle de l'hivernage, dans les grands forts. Ici, c'est le fort de Froide-Terre, en Lorraine,
235 gîtes, 4200 individus. C'est une espèce protégée, le fort Serré de Rivière et le fort 14-18, et de ce fait, là où il habite, protégé. Et nous avons là ce télescopage entre des phénomènes, je dirais, d'histoire militaire, d'histoire sociétale, de patrimoine culturel et bâti, et de ce patrimoine qui se construit. Et par exemple, la directive oiseaux de 1979 crée des zones de protection spéciale pour les oiseaux menacés et leur habitat. La vallée de la Meuse est classée en ZPS. Et lorsqu'elle traverse le secteur de Verdun, elle est classée. La directive Habitat de 92, Habitat naturel et d'espèces d'intérêt communautaire, crée la zone spéciale de conservation, dans le jargon, les ZCS. La convergence ZPS et ZCS sur un territoire conduit, ou pas forcément la convergence, l'existence de l'une ou de l'autre, conduit à la nécessité, à l'obligation de constituer un dossier de site Natura 2000, et donc de constitution de territoires identifiés répondant à des logiques et des obligations de site Natura 2000. Ainsi, à Verdun, le site Natura 2000, qui s'appelle Corridor de la Meuse, est né en 2001 sur 270 hectares pour la protection des chiroptères et a été étendu en 2010 aux 12 705 hectares de toute la forêt, et ce qui est en rose ici, c'est toute la forêt de Verdun, et sur la rive gauche, la forêt du Mortum. Ces deux forêts sont nées de la guerre, elles ont donc moins de 100 ans, et elles sont aujourd'hui sites Natura 2000. Ce qui peut, en conclusion, permettre de dire qu'un siècle après les combats, le patrimoine naturel a conféré au champ de bataille une autre identité que la simple identité culturelle. Regardons maintenant les trajectoires et les séquences que nous pouvons mettre en place. C'est cette frise que j'ai sortie de 1910 à 2010 sur un siècle que vous avez en haut. Sur la carte de gauche, et nous allons voir progressivement se constituer le système territorial de la forêt domaniale de Verdun, ou le fait qu'on puisse appeler cette forêt domaniale un système territorial. 1914, ce qui est noir, c'est des terroirs agricoles avec des villages, que je n'ai pas marqués ici, et des bois qui sont marqués en vert. En 1927 est déterminé le périmètre de la nouvelle forêt domaniale, qui inclut donc des terres agricoles et des forêts. Le voici en 2018. Entre 1914 et 2018, une véritable forêt constituée en une seule entité s'est constituée, oui, aux dépens d'un ensemble d'espaces ruraux. 1910-2018, nous allons voir quelques éléments de ces trajectoires et de ces séquences. Je prends une photographie ici, dans la forêt, qui sont des ruines. Des ruines localisées là, des ruines d'un mur, perdu au milieu d'une plantation d'épicéas, de vieux épicéas qui ont plus de 80 ans. Ces ruines dans la forêt posent évidemment question, et si on les étudie à travers un ensemble d'outils, eh bien, on peut déterminer la trajectoire de ces murs et les séquences qui ont conduit. Jusqu'en 1914, ce sont des terres agricoles. C'est une ferme qui s'appelle la ferme d'Ormont, qui est sur une commune, la commune d'Aumont. Entre 1914 et 1918, elle est détruite, c'est le champ de bataille. Entre 19 et 29, c'est la restauration, c'est les épisodes, ces 10 ans pendant lesquels se réfléchit, se discute et se cristallise le devenir de cet espace. En 1929, ce que en biogéographie on appelle, ou en écologie, des bifurcations, une trajectoire est rompue, on change de trajectoire, on plante. Et on abandonne l'ancienne fonction, les anciennes activités. On plante, ça devient une forêt, et en 2018, c'est la forêt telle qu'elle est ici. Autrement dit, ce mur de ferme, entre 1910 et 2010, a suivi une trajectoire marquée par des séquences, et ces séquences étant, pour certaines, des bifurcations entraînant des modifications totales
de l'usage, de l'utilisation du sol et des paysages. Si je prends cette ferme, la voici en 1914. Alors la photographie, elle est 1917, peu importe, c'est une photo de la guerre, mais on voit que sur cette photo, il y a des bois qui ont des noms, bois de la Reine, bois des Chênes, qui sont des bois privés, il y a un bois communal qui s'appelle le bois d'Ormont ici, et puis il y a un bois, le bois de Moiré. Et voilà la ferme. La ferme est ici, au milieu de ces terres agricoles. Entre 1910 et 1914, et puis avant, c'est une stabilité des paysages. Cette stabilité est une dynamique cyclique, marquée par les saisons, marquée par les générations, marquée par les révolutions industrielles, enfin peu importe, mais à l'échelle de la 10 ans. C'est des agrofaciès, on voit des champs, dans un paysage d'open field, de champs ouverts, de polyculture, la polyculture lorraine, et c'est pour des forêts, des sylvofaciès qui sont des taillis sous-futés dominants. Bon, s'il y a des questions, vous les notez, puis j'y répondrai si nécessaire. Tout ça, ça tombe, c'est la rupture, une première bifurcation de rupture en 1914. La guerre s'installe et on voit comment, ici, sans entrer dans l'analyse de cette photographie aérienne de 1917, comment la guerre s'implique sur ce territoire. Cette 1914-1918, c'est pour toutes les formes d'occupation du sol des dynamiques régressives. Ces dynamiques régressives, elles sont dues à des destructions qui forment des gradients plus ou moins puissants. Ces gradients plus ou moins puissants entraînent des dégradations, des destructions et la naissance de polémofaciès. J'ai pris ici un exemple, destruction d'une enclosure flamande, une enclosure, c'est-à-dire une ferme avec ses composantes, entourée, c'est la masure du pays de Caux, par exemple, entourée de saets, et voici ici que, progressivement, mois après mois, la concentration du bombardement, c'est-à-dire l'augmentation de l'intrant énergétique dans l'agrosystème et dans les paysages, conduit à une totale destruction, dégradation et destruction des structures où l'on ne voit plus en dehors de la tranchée, mais la tranchée, elle n'était pas en 14, elle était à la guerre, on ne voit plus que quelques fantômes de murs, de haies ici et de maisons. L'entropie croît et le paysage qui en sort est quasiment un paysage natif, un paysage sur lequel on ne reconnaît rien, et qui a été traduit par un auteur, j'ai plus le nom en tête, vous le savez peut-être, je ne me souviens plus, mais d'une manière très poétique en disant la terre ressemble à une orange, la peau d'orange. On est devant une peau d'orange avec ses micropores, il ne reste plus rien. Voici par exemple sur Fleury, sur Douaumont, la destruction de Fleury. En 1914, le village, et puis en 1916, pendant la bataille de Verdun, de là jusque-là, où l'on ne voit plus qu'ici un fantôme du village sur cette photographie aérienne de l'été 1916. Ces destructions conduisent là à des transformations, donc transformation de villages, transformation de terres agricoles sur la photographie pénultième, de villages, et ici, destruction de forêts. Les polémofaciès affectent aussi les forêts, et voici une forêt détruite où l'on ne voit plus que les troncs, ici, d'arbres, et puis ces bombardements et ces tranchées que l'on devine ici, comme la tranchée de balle, la photographie est complétée, est informée. Voilà là ce que deviennent ces anciens bois. La gestion sylvicole s'est arrêtée en 1914. L'installation des guerres, la guerre de position, a fait qu'à une gestion civile du système est substituée une gestion militaire, guerrière mais aussi militaire, et que la destruction, les phases de destruction s'installent dans la forêt jusque à la fin de la guerre 1918, où l'on peut considérer qu'on est sur ces terres bouleversées, sur un état zéro de l'occupation des sols, et particulièrement sur la zone rouge,
sur ces 120 000 hectares de zone rouge dont vous voyez ici, au moins s'arrêtant jusqu'à la Meurthe-et-Moselle, la localisation sur le front. Nous sommes à Soissons, ici nous sommes à Reims. Bon, la carte, il y a quelques petites questions d'échelle, mais Berry-au-Bac est là, c'est le passage de l'Aisne, le chemin des Dames et le front. Le fort de la Pompelle serait ici, près de Reims. Voilà le front qui est ici, sur la zone rouge. Que faire de la zone rouge? Nous rentrons dans l'après-guerre. Bon, on ne revient pas sur tout ce qui a été dit. Simplement, ce qu'il faut retenir pour moi, ce que je retiens pour ce sur quoi je travaille et ce sur quoi j'ai travaillé, y compris familialement, puisque j'habite une maison de la reconstruction, à Montfaucon, près de Verdun. 1918-1919, une série d'enquêtes et de zonages, ministère des régions libérées, le génie rural, les commissions agricoles, départementales, cantonales, se mettent en place pour établir, pour réfléchir au devenir de la zone rouge. Pour ce qui concerne les dossiers, donc un ensemble de dossiers, ça a été évoqué et discuté hier. Je fais simplement référence au dossier forestier. Voici ici une forêt domaniale sur les hauteurs au sud de Verdun, la forêt de Sommidieu. Cette forêt de Sommidieu, on en voit la destruction ici. Cette forêt de Sommidieu est enquêtée à la fin de la guerre par une série, toutes les forêts du front, les forêts soumises au régime forestier, c'est-à-dire les forêts domaniales et une grande partie des forêts communales. Pour les forêts domaniales, le document s'appelle le bulletin de renseignement. Voici un ici en haut à gauche. Et voilà le bilan des dévastations de la forêt pour la forêt de Sommidieu, donnant les superficies, les types de terrains bouleversés. Je ne rentre pas dans le détail de cette analyse. Elle est forestière, mais elle permet de tirer un bilan qualitatif et quantitatif des destructions et d'estimer le coût, la perte de valeur de la forêt et d'offrir ainsi aux forestiers, aux gestionnaires de la forêt, des outils pour reconstituer ou pour réfléchir à la reconstitution forestière. Cette reconstitution naturelle, trajectoire et séquence, en même temps que on réfléchit au devenir de la zone rouge, la nature n'arrête pas. La nature n'arrête pas, et elle n'arrête pas, la bêtise n'arrête pas non plus, ou l'incompétence, ou la non-volonté de comprendre, enfin peu importe. Voici un article du 10 novembre 2016 dans Le Figaro et vous, mais ça c'est tous les ans autour du 11 novembre, depuis 1920. Dans ce sol grainé d'énormes trous, saignés par des kilomètres de tranchées, plus rien n'a jamais poussé, à l'exception d'austères résineux, des pins noirs d'Autriche, plantés après la guerre sur les monstrueuses cicatrices. Plus rien n'a jamais repoussé, très vite, et vous l'avez vu sur la première diapositive, dès 1919, le printemps 1919, la végétation reprend, comme on dit, reprend ses droits. Bon, c'est l'expression, la végétation reprend ses droits. Donc, elle reprend ses droits sur les terres. Voilà ici une photographie d'un cimetière des Meurissons sur une terre bouleversée après la guerre. Vous avez deux paysages qui sont là, deux personnages qui sont là, on ne les voit même plus, puisqu'ils sont là en 1919, déjà dans de la reprise végétale, dans un ravin d'Argonne. La reprise végétale est rapide, elle est puissante, et elle marque alors une dynamique naturelle qui entre en résonance avec la reconstruction, l'autre reconstruction. Je passe là-dessus, je ne vais pas insister, simplement ce croquis pour montrer que il y a en toute zone détruite, quelle qu'elle soit, et aussi profondément détruite qu'elle soit, il y a des restes, il y a des stocks. Il y a des stocks floristiques, des potentiels floristiques qui font que, eh bien, une fois que le combat s'arrête, des dynamiques végétales reprennent. Et puis, il y a des stocks à l'endroit où c'est détruit, mais aussi, il arrive, par des transports d'oiseaux, par des migrations, il arrive des graines, il arrive des diaspores, il arrive toutes sortes de choses qui permettent la reconstitution. Toujours est-il que
pendant cette phase de restauration, à partir de l'année 1918, et là j'ai noté 1923 parce que commencent les véritables enquêtes de terrain, 1922-1923, la cicatrisation, on a souvent employé ce mot, là, hier et ce matin, la cicatrisation des terres se fait. Et elle se fait à un point tel que les premiers retours, enfin pas les tout premiers, mais les retours au bout de 4-5 ans des combattants sur leur lieu de combat à travers la mise en place, les premières mises en place d'un pèlerinage militaire font que les anciens soldats ne reconnaissent plus les endroits où ils ont combattu. Voici par exemple une tournée de la direction des eaux et forêts à Verdun, sur la zone rouge en 1922. Elle est très intéressante par son rapport où il est dit par ces hommes de l'art qu'ils sont certains émerveillés, d'autres ébahis, d'autres surpris par la reconquête végétale qui s'affirme sur le terrain. Cette reconquête végétale fait que, eh bien, on est amené en 1923 à engager une réflexion nationale sur le devenir de la zone rouge. Elle est tellement, elle se modifie tellement vite que il est possible d'envisager, alors que sa création était liée à une détermination des secteurs les plus détruits, dont la remise en état de la valeur 1914 aurait dépassé les coûts, etc. Les coûts de remise en état auraient déplacé la valeur. Toujours est-il que on s'aperçoit que certains secteurs ne pourraient être rendus à leur ancienne destination et que d'autres devraient être définitivement ou expropriés. Expropriés et pour certains domanialisés. Je reste dans le domaine forestier ici. Cette domanialisation conduit à la création de nouveaux territoires forestiers. Ainsi, en 1927, le périmètre de la forêt domaniale de Verdun, représentant 9600 hectares, est définitivement constitué et il est composé de 3000 hectares de bois en 1914 et de 6600 hectares de terres cultivées en 1914. Mais l'élément fondamental derrière, et il faut aller le rechercher, le travail considérable, ça a été le travail de recadastration. Parce qu'en 18, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bornes de propriété. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de repères, sauf quelques lignes vagues. Les géomètres, un de mes lointains cousins était géomètre en 1914, a travaillé sur la zone rouge ici, et le travail de recadastration de ces terres a été extraordinairement difficile, mais aussi assez extraordinaire à lire. Quand on pense à l'utilisation des boussoles qui ne s'arrêtent pas de tourner parce qu'on a de la ferraille partout, parce qu'on ne retrouve pas, les théodolites ne disent rien. Toujours est-il qu'il faut recadastrer, il faut retrouver 200 000 parcelles. 200 000 parcelles sont redéfinies et sont repositionnées sur le terrain, ce qui fait que ce découpage ici, très précis, est un découpage cadastral. La forêt domaniale est constitué aux dépens de 200 000 parcelles dont on indemnise les anciens propriétaires lorsqu'on les retrouve, lorsqu'ils existent encore. C'est un autre débat. Sur cette forêt, il y a des villages. Il y a 8 villages qui ont disparu. Ils sont ici, je les ai repérés ici, en bleu, et j'ai isolé là le finage d'une commune, la commune d'Aumont, sur lesquels il y a la ferme d'Ormont qu'on a vue tout à l'heure. Aumont, en 1914, voilà la limite communale, le village, et puis des labours, des prés, des vignes, beaucoup de vignes, tout ce qui est en point rouge ici, ce sont des vignes autour du village, et puis des forêts et des terres agricoles en hachures obliques. La ferme d'Ormont est ici, une autre ferme existait, Anglemont, là. Ça, c'est 1914.
1914, le village et la ferme d'Ormont, prise par les Allemands, puisqu'elle était devenue, la photo allemande, elle était devenue un fortin des secondes positions allemandes. 1914, voici ici en 2017. La commune existe toujours, contrairement à d'autres. Elle existe toujours, mais il n'y a pas d'habitants. Il n'y a plus de village. Il y a un maire délégué. Ont été construits une chapelle-abri à la place de l'église à Voici. Les restes de la ferme d'Ormont, le tout étant recouvert par la forêt, ce qui est le cas pour 8 villages de ce secteur. Le boisement de ce périmètre a donc à prendre en compte des espaces considérés comme mémoriaux. Vous me dites combien de temps il reste? 3 minutes? Oui, des espaces mémoriaux, donc j'arrête dans 5 minutes, et puis des espaces forestiers. Alors, je passe rapidement. La pépinière, la plantation, la naissance de la forêt, et en 8 ans, on plante 28 millions de plants, avec ici les premières maisons forestières. Je passe là-dessus. Voilà ici comment cette photographie de 1917 que nous avions vue sur le bois d'Ormont est aujourd'hui un autre massif forestier dont on ne reconnaît là, par cette couleur vert clair qui est une couleur de feuillu, la place dans le découpage forestier. La lisière est peut-être considérée comme un monument et des archives aussi, toute lisière forestière. Et si on prend la terminologie des forestiers, on parle de murs forestiers, on parle de toits forestiers, de voûtes forestières, quand on est sous le toit, on parle de voûtes, on parle d'ourlets et de manteaux, qui sont les petites formations végétales qui sont là. On a tout un vocabulaire dont certains se rattachent à l'architecture. Voici ici, j'ai pris une photo et je la commente. Nous sommes en bordure de la forêt domaniale. Ici, c'est la zone rouge, classée en catégorie 1 en 1923, retour à l'agriculture. Ici, c'est la zone rouge définitivement expropriée en 1923, catégorie 2, dévolue au ministère de l'Agriculture pour plantation. En 1930 sont plantés des pins, voici la pinède. Ces pins arrivent en âge d'exploitation, ils sont en coupe et les forestiers ont décidé d'introduire du hêtre, plantation en 2005, en bas, ici, dans un espace ouvert dans la forêt. Voilà, là, un élément, quand on sait l'interpréter ou quand on est avec des gens qui l'interprètent, comment une lisière est aussi un monument dynamique, vivant, et une archive du paysage. 2014, la forêt, pour ces raisons, d'être une forêt jeune, d'être une forêt qui a moins de 100 ans, qui a un patrimoine culturel, historique et naturel, est labellisée forêt d'exception par l'Office national des forêts, ce qui l'a conduit à mettre en place des contrats de projet, des thématiques, à travers des thématiques et des instructions. Je passe très rapidement pour évoquer 2 choses. D'abord, accueillir, et vous avez ici un bel exemple de la transformation et du sens de la transformation de ce mémorial des combattants de Verdun, construit à l'instigation de Maurice Genevoix en 1966 et en 2016 transformé, modifié architecturellement. Il conserve sa base, lui a été ajouté un 3e étage, et le mémorial de Verdun s'appelle maintenant Mémorial de Verdun et du champ de bataille. Il y a une ouverture, le bunker qu'il représentait s'est ouvert par justement son 3e étage panoramique, entre autres, s'est ouvert sur le champ de bataille et en devient une composante dont voici ici la photo de début. Les outils, c'est aussi le lidar. On évoquait ce matin les scans pour les statuaires, pour la statuaire, mais le scan est aussi utilisé à travers le Light Detection and Ranging, le lidar. Et voilà, sur la gauche, la forêt de Verdun sous l'œil du lidar, ce qui conduit alors à une lecture de ce qu'est ce champ de bataille fossilisé par la forêt. Le lidar élimine la couverture végétale et on voit au sol ce qu'était le champ de bataille à la fin de la guerre en 1918. Là, l'enquête lidar, le repérage s'arrête ici, donc là c'est noir, et vous voyez ici cette teinte totalement homogène qui brutalement là
passe par une limite et devient autre chose. C'est la frontière, c'est la lisière forestière. Ça, c'est la terre agricole, zone 1 de la zone rouge, rendue à l'agriculture. Il n'y a plus aucune trace. Depuis 60 ans, c'est labouré. Il n'y a plus de traces. Alors que dès qu'on rentre dans la forêt, nous sommes sous ou sur un témoignage extraordinaire sur 10 000 hectares d'un champ de bataille, avec ici, par exemple, le fort de Vaux, qui est classé ici monument historique. Nous en avons d'autres. Voilà ici un autre monument, le fort de Douaumont, avec des traitements d'images spécifiques de l'image lidar, et tout autour, cette peau d'orange, dont je ressors à cet endroit-là, puisque alors là, c'est du repérage GPS, à cet endroit-là très précis, l'image que je vous montrais tout à l'heure sur l'attaque française d'octobre 1916. S'il y en a qui sont intéressés par une soutenance de thèse, au mois de juin, l'étudiant est ici, il fait une thèse sur l'archéologie, géoarchéologie et géomorphologie des champs de bataille, grâce à l'utilisation du lidar. Voilà ici comment on peut exploiter et puis faire ensuite des recherches de terrain qui conduisent à retrouver ou à réinscrire dans une histoire militaire. Travaux, je passe là-dessus. Le site est aussi un programme scientifique. C'est le programme Giono. Et là, c'est quand même extraordinaire. Je dirais, moi, à mon grand-père qu'il s'est battu à un endroit qu'on appelle Giono aujourd'hui. C'est un endroit où on a coupé, c'est un laboratoire, où l'ONF a décidé d'introduire, vu les changements climatiques, d'introduire dans la coupe, après la coupe des résineux, d'introduire des espèces venant du Midi méditerranéen pour voir leur capacité d'adaptation. Nous sommes dans un laboratoire in vivo des effets du changement climatique. Aussi, projet d'inscription au patrimoine mondial. Je termine par ceci. La forêt, par cette image, la forêt de Verdun est un territoire doublement sacré. Autour d'un trou d'obus, vous avez l'homme, dont on peut encore penser que sa vie est sacrée, et puis celle dont on est sûr aujourd'hui, au moins pour combien de temps, que la vie est à protéger, le crapaud, le sonneur à ventre jaune, devant le même trou d'obus, et se posant peut-être les mêmes questions existentielles. Je vous remercie pour votre attention.